C'est juste pour... Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler avec le docteur Venturelli de tous les gestes, on va dire un petit peu agressifs, qu'on va pouvoir faire en radiologie pour faire du diagnostic et pour faire du traitement pour soigner des maladies dans le cadre des maladies ostéo-articulaires. Donc, qui es-tu? Alors, je m'appelle Nadia Venturelli, je suis médecin radiologue, spécialisée en imagerie ostéo-articulaire et en scénologie, mais aujourd'hui c'est plutôt l'imagerie ostéo-articulaire qui nous... Et alors, pourquoi l'ostéo-articulaire? Parce que c'est une sous-spécialité de la radiologie qui est très clinico-radiologique, et c'est ce qui m'a toujours plu. C'est-à-dire que pour les imageries d'ostéo-articulaire, on est obligé d'avoir le patient devant nous, on est obligé d'interagir avec lui, on est obligé de discuter, de corréler nos images qui peuvent être parfois des variantes de la normale, c'est-à-dire de l'usure d'un tendon ou d'une articulation, mais qui ne va pas nécessairement être la cause de la douleur présentée par le patient. Et c'est vraiment cette corrélation entre les symptômes présentés par le patient et les images que nous on retrouve sur nos examens qui m'intéresse. Donc, c'est holistique, c'est de la clinique et de l'interventionnel. Plus Ok. que dans d'autres domaines d'imagerie, je trouve. Dans ton cadre professionnel, on va dire qu'il y a 3 types de pathologies que tu vas rencontrer. Il y a la traumato, il y a la maladie inflammatoire et il y a la maladie. Est-ce que la maladie arthrosique, c'est de la maladie inflammatoire? C'est aussi de la maladie inflammatoire. Alors, les pathologies dégénératives, en effet, présentent des poussées congestives, des poussées inflammatoires intermittentes, Donc, mais qui font partie voilà. de l'histoire de la maladie. Donc, il y a le cadre traumatique, le cadre inflammatoire et le cadre diagnostique d'une manière générale, où il va falloir faire des explorations pour savoir ce qu'a le patient. Encore une fois, en ostéo-articulaire. Oui. Donc, première question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour quelle pathologie en traumatologie? J'ai un patient qui a un traumatisme du genou, qui a un gros genou, je prescris quoi? J'attends quoi? Je cherche quoi? Alors, dans le cadre de la traumatologie, déjà le couple radio-écho, c'est le couple de première intention à envisager dans quasiment toutes les pathologies traumatologiques et la radio en première intention. Pourquoi? Parce que c'est la seule modalité d'imagerie qui nous permet d'imager l'os, d'être sûr qu'il n'y a pas de fracture, qui est quand même la première des questions à se poser face à une pathologie traumatique, qui va aussi nous donner des indications sur les parties molles qui entourent l'os, si elles ont souffert ou pas, parce que si on voit un gros épaississement des parties molles en radio, on se doute qu'il y a peut-être une pathologie tendineuse ou ligamentaire sous-jacente pour laquelle l'échographie va avoir sa place. Ça apporte quoi comme élément, l'échographie? Ça va dire quoi? L'échographie, par rapport à la radio, ça va permettre d'imager les ligaments et les tendons dans quasiment toutes les articulations du corps. À ceci près que pour certaines, les tendons sont tellement profonds qu'ils ne sont pas accessibles à l'échographie, mais disons que sur une entorse de cheville, le bilan ligamentaire et tendineux va se faire très très bien en échographie et l'IRM finalement n'a de place qu'en deuxième intention pour un bilan plus exhaustif. Du coup, j'y viens, hein, parce que c'est ça, c'est à quel moment, donc j'ai un patient, il a une traumato de la main, du membre supérieur, Oui. des épaules, des hanches, des genoux, des chevilles, des pieds. Je demande de manière systématique radio de pied, radio de cheville, radio du membre qui est traumatisé, éventuellement une échographie s'il y a des symptômes locaux qui sont importants. Exactement. Mais ensuite, c'est à quel moment je vais demander un scan ou une IRM? Alors, le scanner, il faut le voir comme la continuité de la radio, c'est-à-dire que si la radio déjà montre une fracture, le scanner va venir mieux étudier la lésion fracturaire du fait que c'est un examen dans les 3 plans de l'espace, mais globalement, c'est une continuité de la radio. L'IRM, par contre, c'est très différent parce qu'elle n'image pas que l'os, elle image de façon beaucoup plus fine les tendons, les articulations, les petites lésions cartilagineuses qui ne vont pas être visibles du tout, ni en radio, ni en écho, ni en scanner. Donc l'IRM, c'est pas une continuité de la radio, c'est pas une continuité de l'imagerie d'urgence en aigu, c'est plutôt à envisager si au décours du traumatisme, quelques semaines plus tard, les douleurs persistent sans qu'il y ait eu sur le bilan d'imagerie initiale d'explications apportées. Alors, du coup, je parle de mon expérience professionnelle et de comment on a tendance à faire nous. C'est vrai que sur des énormes chevilles avec des critères de gravité, sur des gros genoux avec une hémarthrose, on a tendance à facilement, alors je ne parle pas du membre sup, si après je viendrai au membre sup, mais déjà sur la cheville et sur le genou, on a tendance à faire le raccourci, à pas faire confiance à l'échographie dans le fond, Ouais. et à demander l'IRM tout de suite. Est-ce que c'est une connerie ou c'est pas une bêtise? Alors,
Le genou, c'est un petit peu un cas à part, c'est pas une connerie parce que, comme je disais précédemment, l'échographie, c'est un très, très bon examen pour la pathologie des parties molles, donc tendons, ligaments, sous réserve qu'ils soient accessibles aux ultrasons. Donc s'ils sont trop profondément logés dans l'articulation, on ne les voit pas du tout. C'est notamment le cas des ligaments croisés dans le genou qui sont invisibles à l'échographie. Donc ça veut dire qu'une cheville, radio, écho, nickel, Exactement. un genou, radio, plus ou moins scanner si on pense qu'il y a une fracture, et IRM du genou. Voire même, on n'a pas besoin du scanner, vu qu'avec l'IRM, on aura une réponse osseuse et ligamentaire. Exactement. Maintenant, au membre sup, épaules, coudes, mains, radio, ok, écho performant pour voir les ligaments, Oui. autant qu'une IRM, parce qu'en fait, on n'a pas de structure profonde. Quasiment autant qu'une IRM, bien sûr. Oui, oui. Idem pour la coiffe des rotateurs. Exactement. En pathologie traumatique où la question c'est rupture ou pas de rupture, oui, performance quasi équivalente. En traumatologie, est-ce que dans ton activité quotidienne, il y a de l'interventionnel? Alors oui, rarement mais oui. L'interventionnel ostéo-articulaire d'urgence, ça va surtout être pour les lésions musculo-aponeurotiques des sportifs, pour lesquels on sait que quand ça dépasse un certain stade de gravité, où il y a notamment des gros hématomes, il vaut mieux, pour favoriser une cicatrisation rapide, évacuer l'hématome pour laisser les fibres musculaires se cicatriser le plus rapidement possible. Donc le Alors, drainage d'hématome, ça fait partie de voilà. l'interventionnel. Alors, par chez nous, chez les urgentistes, on dit pas avant 15 jours parce que l'hématome n'a pas le temps de s'organiser et qu'en fait, une ponction trop précoce ne serait pas opérationnelle. Est-ce que tu confirmes? Donc, ça veut dire, en d'autres termes, j'ai un trauma du mollet, j'ai un trauma de la cuisse chez un rugbyman, chez un footballeur, chez un sportif N. On sait qu'il a un hématome ou un Morel-Lavallée. Alors, le Morel-Lavallée, c'est un peu particulier, mais il a un hématome profond. Est-ce qu'on l'adresse tout de suite au radiologue pour ponction ou est-ce qu'il y a un intervalle idéal pour que vous puissiez le ponctionner? Alors, en général, on laisse 1 ou 2 jours pour voir jusqu'à quel degré se constitue l'hématome. Mais si après 1 à 2 jours du traumatisme, il atteint un volume conséquent, il n'y a pas nécessité d'attendre 15 jours que l'hématome essaie de se résorber Ok, tout donc c'est seul. une fausse idée qu'il faut attendre 15 jours. En réalité, au bout de 2-3 jours, on a la taille, la masse critique. La messe est dite en fait, et on a une idée du volume, et si ça dépasse un certain volume, on sait que la résorption par le corps va prendre beaucoup de temps et qu'on va accélérer le processus en Et donc, je veux te l'adresser. Sur mon ordonnance, je marque quoi? ponction évacuatrice d'hématome sous guidage échographique. Là, c'est vraiment l'ordonnance parfaite. Ok. Bassin, hanche, c'est quoi les explos? Traumatique. Traumatique, radio-écho. Radio-écho, pareil. Radio-écho. Ensuite, s'il y a une suspicion de fracture occulte qui n'a pas été vue en radio, bien sûr, ne pas hésiter à aller jusqu'au scanner. Parce qu'encore une fois, meilleure définition et visualisation dans les 3 plans de l'espace. Mais radio-écho, ça me semble, pour la pathologie traumatique aiguë, être un très bon couple. Alors, il reste en traumato 2 plans. Un plan, le rachis. On explore comment le rachis. Est-ce que la radio reste valide ou est-ce que le scanner est plus pertinent en première intention? Alors, si on parle d'un traumatisme acinétique modéré, la radio reste valide, mais c'est vrai que pour le rachis, il ne faut pas hésiter à aller au scanner dès qu'il y a le moindre doute, voir l'IRM s'il y a d'emblée des signes neurologiques à l'examen clinique post-traumatique. Petite question par ailleurs, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, les hernies post-traumatiques, les pathologies du rachis post-traumatiques qui se révèlent avec un intervalle libre? Est-ce qu'on peut avoir des hernies discales qui vont en fait parler, ou alors est-ce qu'elles préexistaient et en fait elles se mettent à parler au moment du traumatisme? La deuxième hypothèse, mais du coup, oui, ça existe, les hernies qui sont révélées ou majorées à la suite d'un C'est traumatisme. ça, c'est une acutisation d'une pathologie préexistante. Exactement. Ok, donc on a parlé du rachis, on peut parler tout de suite de l'interventionnel. Alors c'est de la maladie inflammatoire, donc peut-être qu'on en parle dans le cadre de la maladie inflammatoire. Donc là on a fait le tour de la traumatologie, il restait la face. La face, j'imagine que la radio, ça sert à rien. Non. On est au scanner directement Tout à fait. pour vous demander un scanner du massif facial. Exactement. Tout à fait. Parfait. Deuxième champ, la maladie inflammatoire, qu'elle soit chronique avec acutisation ou qu'elle soit aiguë, une maladie inflammatoire, une arthrite inflammatoire des nouveaux. Quel bilan, quelles articulations, qu'est-ce qui va être atteint, parce que ça peut aller de la cheville jusqu'à une vertèbre. C'est quoi les examens? Est-ce que tu peux me dire, par exemple,
J'ai une grosse cheville qui n'est pas traumatique, qui n'est pas infectieuse. Qu'est-ce que je demande comme examen? En fait, tout dépend de la suspicion clinique et du terrain, mais c'est vrai J'ai que... éliminé Ouais, l'infection, c'est pas un ouais, érysipèle. Je n'ai pas de traumatisme d'accord. et j'ai une grosse cheville, profil patient jeune. D'accord. Alors, il faut toujours donc rechercher si ça s'intègre dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire primitif. Chez les patients jeunes, on va suspecter d'emblée soit une spondylarthropathie, soit plutôt une polyarthrite rhumatoïde. Les étiologies microcristallines, ça arrive quand même en bout de suspicion. Ouais. Donc, il faut de toute façon se dire que c'est un rhumatisme inflammatoire qui peut atteindre n'importe quelle articulation du corps, même s'il y a des endroits de prédilection en fonction de l'entité dont on parle. Donc, toutes les spondylarthropathies vont plutôt atteindre les anthèses des articulations périphériques, typiquement la cheville, le tendon calcanéen, euh, les articulations des doigts, avec notamment les doigts en saucisse qui atteignent du coup à la fois l'anthèse et les articulations de tout un segment du doigt. Si par contre la patiente qu'on a devant nous, c'est plutôt une femme jeune, chez qui on va suspecter une polyarthrite rhumatoïde qui peut se révéler assez jeune, hein, en moyenne quatrième décennie, on va dire, il faut absolument imager les deux mains, les deux pieds à la recherche d'érosion inflammatoire, d'érosion post-inflammatoire des phalanges, qui sont un des premiers signes visibles dans la polyarthrite rhumatoïde. Même, même pathologie, pas même profil. J'ai 50 ans, j'ai une grosse cheville, j'ai un gros genou, j'ai une grosse épaule. Quel examen prescrire? Alors, un petit peu le même raisonnement, sauf que là, à partir d'un certain âge, les étiologies microcristallines vont avoir un peu plus de poids dans la fréquence des arthrites non septiques. Toujours raisonner en fonction de l'entité qu'on suspecte. Si le patient qu'on a devant nous, il a plutôt la soixantaine et qu'on suspecte une goutte, on va rechercher les atteintes les plus fréquentes de la goutte, donc typiquement la luxe. Donc une radio des pieds, c'est toujours une bonne base par laquelle commencer. Ensuite, regarder les articulations qui sont symptomatiques, être sûr qu'il y ait un épanchement, soit cliniquement, soit confirmé par l'échographie. Euh, Puis voilà, hein, j'en reste à mon couple radio-écho. C'est toujours, on reste sur radio-écho. reste sur la La radio. question, c'est en tant que radiologue, est-ce que des examens complémentaires de type biologie, ça vous aide Oui. dans la réflexion ou pas? Énormément. Ça nous aide énormément parce que si d'emblée on sait qu'il y a un syndrome inflammatoire biologique, on va tout de suite orienter notre cadre de recherche vers les étiologies inflammatoires primitives, microcristallines ou pas, mais on va se donner les moyens de vraiment prendre le temps de rechercher s'il y a des synovites en échographie, donc allumer le Doppler sur chacune des articulations des mains, des pieds pour regarder s'il y a des signes de synovite active, ce qu'on ne va pas forcément faire quand il n'y a pas du tout de suspicion de rhumatisme inflammatoire et qu'on s'oriente plutôt vers une étiologie mécanique où on va plutôt regarder un par un les articulations à la recherche de signes dégénératifs, idem pour les tendons, à la recherche de signes de ténosynovite mais plutôt mécaniques. Si je fais un résumé un petit peu, c'est la place de la radio, elle est complémentaire dans le diagnostic des maladies inflammatoires parce qu'elle va donner des images un peu spécifiques, notamment dans les maladies inflammatoires, mais aussi chez la personne âgée ou plus âgée qui va avoir des dépôts microcristallins et que le binôme gagnant, hormis pour le genou, ça restera toujours la radio et l'échographie, mas o menos le scanner pour le genou, voire l'IRM pour le genou. On est dans la même chose. Exactement. Il n'y a pas de place diagnostique en première ligne de la ponction. Alors si d'emblée le clinicien nous dit il y a de l'épanchement clinique, c'est évident, on le confirme en échographie. Par contre, je ne sais pas si c'est un épanchement dans le cadre d'une synovite, d'un rhumatisme inflammatoire ou microcristallin. J'ai fait ma radio de bassin, j'ai pas vu de calcification au niveau de la symphyse ou au niveau des genoux qui me font penser à une chondrocalcinose ou au niveau des poignets. Je ne sais vraiment pas si la ponction à visée diagnostique a tout son sens. On a parlé du bas, maintenant on va parler du haut, poignet, main, enfin si on a parlé des doigts, mais poignet, coude, épaule, ça se ponctionne pour un diagnostic ou dans le fond on va faire le diagnostic assez rapidement avec la radio et l'écho et le contexte nosologique et la bio. On est d'accord? On est d'accord. Sur la ponction, le rachis, ça se ponctionne? Alors, en dehors des cas où la ponction lombaire est difficile sous guidage clinique seul et où nous, on peut intervenir pour faire la ponction sous guidage scopique, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne se fonctionne pas.
même pour les spondylodycites, des choses comme ça? Ah par contre, si, pardon. Si, si. On peut tout à fait, faire des ponctions biopsie disco-vertébrales dans le cadre des suspicions de spondylodycite infectieuse, tout à fait. D'accord, mais ça, c'est vraiment une indication en hospitalisation dans un contexte un peu spécifique où on a une maladie infectieuse. Si tu devais demander au médecin généraliste de prescrire un examen biologique, qu'est-ce que tu demanderais qui serait informatif pour toi? Alors une NFS et une CRP. Déjà. L'AVS a encore une pertinence ou plus du tout? Plus tellement, plus tellement. PCT, pas du tout? Pas Pas plus que tellement, ça. pas plus que ça. En tout cas, nous, on s'oriente beaucoup de ce que nous dit le clinicien. Si lui, d'emblée, il parle pas d'arthrite septique, Et enfin, acide urique? Ah oui, bien sûr. D'accord, on rajoute l'acide urique. OK. Donc là, on était dans le versant de l'imagerie diagnostique des maladies inflammatoires. On fait juste un petit raccourci. C'est quoi les gestes dans le cadre des maladies inflammatoires qui vont permettre de soigner la personne? Alors, dans le cas des maladies inflammatoires primitives, l'interventionnel, les infiltrations vont arriver dans un second temps, uniquement si le traitement de fond n'a pas permis de calmer l'inflammation primitive et de soulager donc la conséquence clinique qui est les arthralgies, ou les autres, manifestations, Donc c'est un symptômes. traitement de deuxième ligne en cas d'échec du traitement médical maximal bien conduit. Tout à fait. Au bout de combien de temps, un médecin généraliste il peut se dire que le patient qui a une sciatique, le patient qui a une arthrose du genou qui est super douloureuse et qui fait des poussées récurrentes, au bout de combien de temps de traitement d'épreuves et d'essais de molécules différentes, il doit se dire non mais là maintenant il faut infiltrer. Est-ce que c'est le temps, l'évolution, c'est-à-dire au bout de 5 ans, il faut qu'il soit infiltré, ou est-ce qu'il y a des abacs un petit peu qui disent là ça marche pas, il faut vraiment faire les infiltrations? Alors, moi, je me fie surtout à est-ce qu'on a épuisé tout l'arsenal thérapeutique non agressif, comme vous avez dit au début de l'interview, non interventionniste. Est-ce qu'on est arrivé au bout des moyens doux pour soulager le patient et est-ce qu'il faut envisager du coup l'étape d'après dans l'arsenal dont on dispose? Il n'y a pas vraiment de critères de temps. Disons que si on a essayé 2 semaines d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et que ça ne marche pas, et que le patient, il est très gêné pour sa vie quotidienne, moi, ça ne me choque pas d'aller, assez vite à l'infiltration. Alors après, parce que en vrai, j'ai une arthrose du genou qui me fait ultra mal. J'ai des antécédents de gastrite, on me donne des anti-inflammatoires. Franchement, c'est plus toxique pour moi qu'une infiltration. Ouais. C'est pour ça que je pose cette question-là. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop tradit sur le traitement des maladies inflammatoires, des grosses articulations, que les traitements jugulent pas? Ou est-ce qu'on ne devrait pas être plus agressif et demander plus vite? Te demande ton avis. Oui, moi, je suis assez enfin, je partage cet avis. Je pense que il faut y aller étape par étape, mais sous réserve de ce que le patient peut tolérer et subir en fonction de ses antécédents. Si. Infiltration du dos pour tout ce qui est sciatique. Est-ce qu'il y a une limitation d'étage pour faire une infiltration ou on peut infiltrer à tous les étages? Alors, on peut infiltrer à tous les étages, mais pas forcément tout le temps selon la même voie. Globalement, dans les infiltrations rachidiennes, il y a, on va dire, 2 grandes voies. Soit on veut traiter les pathologies radiculaires, donc où il y a un problème de racine nerveuse qui souffre, auquel cas on va, viser l'espace épidural, soit directement par voie interlamaire, c'est ce qui est le plus fréquemment réalisé à l'étage lombaire, soit par voie foraminale, c'est-à-dire pas par voie centrale, mais sur les côtés où sortent les racines nerveuses à chaque étage, quand le conflit se situe vraiment dans le foramen. Donc, à l'étage lombaire, on peut faire ces deux voies-là, la voie centrale, la voie périphérique. À l'étage cervical, on ne peut faire que la voie périphérique. La voie centrale est contre-indiquée. Donc c'est la voie foraminale. Exactement. On peut réaliser. Dans les conseils et ce que vont dire les médecins généralistes à leurs patients, en- le bénéfice du geste, il survient combien de temps après? Parce que moi j'ai entendu pas mal de patients dire, merde, j'ai plus mal après l'infiltration immédiatement. Combien de temps? C'est-à-dire qu'on puisse prévenir le patient du délai d'efficacité du traitement. Alors, quand on parle d'infiltration cortisonnée avec des dérivés cortisonnés, globalement, dans la plupart du temps, on injecte des produits qui ont une durée d'action qui va débuter à partir de 48 heures après la procédure. Donc, durant les 2 jours qui suivent la procédure, c'est normal de ne pas ressentir de bénéfice, voire d'avoir une petite recrudescence douloureuse. Ça arrive assez fréquemment. Ensuite, à partir de la 48e heure, l'efficacité du médicament, elle augmente progressivement jusqu'à la première semaine. Et c'est après une semaine de délai qu'on peut juger de est-ce que l'infiltration a été efficace, oui, non, et si oui, à combien de pourcents.
Combien de fois on peut itérer une infiltration par corticoïde? Alors, la grande règle, c'est pas plus que 3 par an et par site. C'est quoi le rationnel? Le rationnel, c'est que, il y a jamais de médicament magique, il y a toujours le revers, de chaque médaille dans la vie et les corticoïdes ont tendance quand même, au long cours à fragiliser les structures, dont on parle. Donc, typiquement, si on injecte des corticoïdes, autour d'un tendon, ça va à long terme fragiliser le tendon. Donc pour éviter les effets délétères des corticoïdes à long terme, on dit pas plus que 3 par an, par Et site. intervalle entre deux injections? Alors ça, c'est au cas par cas. Quand on a une infiltration épidurale faite pour une sciatique, par exemple, il vaut mieux ne pas trop espacer les infiltrations parce que, chaque dose va potentialiser la précédente. Il y a un effet cumulatif. Exactement. Donc moi, je recommande de se laisser 15 jours de délai de battement pour juger. Si au bout de 15 jours, il y a une amélioration, mais qui n'est pas de 100% et que le patient est demandeur d'une deuxième infiltration, il prend d'emblée rendez-vous. La gestion de la superposition, traitement médical par voie générale et infiltration. J'ai compris que dans les 48 heures qui suivent, il fallait vraiment pas arrêter le traitement. Exactement. Et ensuite, après, il faut voir avec son médecin généraliste pour éventuellement diminuer les doses. Au mieux. Quid de l'infiltration chez le patient anticoagulé? Alors, très très bonne question. Globalement, il faut que le patient signale le traitement qu'il prend au moment de la prise de rendez-vous de l'infiltration parce que on va avoir des précautions d'arrêt qui dépendent du site infiltré et du médicament dont on parle. Xarelto, Eliquis, Préviscan, Voilà. tous les médicaments par voie orale, est-ce qu'il y a des différences pour vous? Oui, il y a des différences en fonction du site qu'on Mais pas en fonction de la molécule. Non. C'est-à-dire pour vous, c'est pareil, que ce soit un AVK ou que ce soit un... Un ACO, ouais, un anticoagulant oral direct, ouais, globalement oui. Globalement oui. d'accord. Je voulais poser la question du Plavix, parce que je sais que l'aspégique n'est plus une contre-indication. Est-ce que le Plavix, c'est une contre-indication ou ça peut vous poser problème lors d'une infiltration? Ça peut nous poser problème en fonction du site Toujours infiltré. pareil. Donc en fait, le Plavix, c'est comme un anticoagulant. Exactement. En fait, nous, le rationnel, c'est que toute piqûre veut dire risque de saignement. Et il y a des endroits anatomiques pour lesquels le risque de saignement pris est plus acceptable qu'ailleurs. D'accord. Typiquement, pour une infiltration assez superficielle, péritendineuse ou bien des articulations vraiment très superficielles, on peut accepter le risque que ça saigne. L'épaule, par exemple. Exactement. On peut accepter le risque que ça saigne, donc on ne va pas toujours arrêter longtemps le médicament en question, surtout si la pathologie sous-jacente du patient fait qu'il en a absolument besoin de ce traitement. Par contre, des infiltrations assez profondes, notamment les rachidiennes, on ne peut pas prendre le risque, parce que si saignement, ça veut dire derrière une prise en charge assez lourde, et donc Le la balance... bénéfice-risque est toujours Exactement. pareil. C'est quoi ton avis, ça c'est une question presque pour moi, sur toute l'injection de Synvisc, ces liquides visqueux qu'on met pour lutter contre l'arthrose du genou? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que tu fais ça? Oui, je fais ça. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Après, il faut savoir ce qu'on en attend. Les infiltrations cortisonnées, on en attend une antalgie à court terme, c'est-à-dire une- un soulagement efficace des douleurs à court terme dans les prochaines semaines. L'acide hyaluronique, on attend plutôt une action de prévention de l'usure cartilagineuse à long terme et une petite action antalgique aussi, mais plutôt attendue à moyen terme. D'accord. Donc en fait, souvent, je trouve que les patients, ils sont assez mal informés sur qu'est-ce qu'on attend de quel produit qu'on infiltre et que du coup, ils s'attendent à un soulagement immédiat une semaine D'accord. Et après. vous avez toute cette partie de leur dire que c'est pas immédiat et que c'est pas de la magie. Exactement, oui. Quelle est la part, pour toi, en tant que radiologue interventionnel, des règles hygiéno-diététiques dans la prise en charge de toutes ces pathologies inflammatoires ou ostéo-articulaires que tu prends en charge? Alors elle est prépondérante et c'est pour ça que l'infiltration, faut pas le voir comme une solution miracle. L'infiltration, faut envisager ça comme une aide, un boost pour passer un cap douloureux, mais pour éviter que la pathologie ne se réenclenche, il faut absolument traiter la source du problème, l'étiologie derrière la pathologie en effet. Donc, je reviens vite là-dessus. Tu accueilles les patients, tu as une prescription d'infiltration pour un genou, pour une épaule, pour ce que tu veux. Le patient est accueilli, il est installé, il a une scopie, tu fais l'infiltration, il est prévenu qu'il va avoir peut-être un peu plus mal en post-examen. Et si tu considères qu'il faut faire une réinfiltration 15 jours après, tu vas en discuter avec le patient et tu vas la préconiser.
est-ce qu'on demande au médecin de represcrire ou en fait c'est comme une sorte de reconduction tacite? C'est une reconduction tacite, moi je l'écris même dans le compte-rendu, efficacité évaluée dans 7 à 10 jours et si besoin d'une deuxième infiltration, on se tient à disposition pour la faire. Après, moi j'aime bien sincèrement que le patient au moins en rediscute avec son médecin dans la mesure du possible parce qu'il faut vraiment envisager l'infiltration comme une solution ponctuelle pour passer un cap douloureux, mais la prise en charge globale de la pathologie sous-jacente, elle est faite par le médecin conjointement avec le patient et donc, il faut vraiment savoir que nous, on intervient ponctuellement dans la vie des gens pour les aider à passer un cap douloureux. Ok. Je ne te pose pas la question du PRP, qui est polémique. Qui est polémique, mais qui a ses... Alors, le PRP, t'en penses quoi? Alors, moi, je suis assez fan du PRP personnellement. Il faut savoir que dans toutes les prises en charge infiltratives, c'est difficile d'avoir des études robustes. Et donc, c'est normal que quand une technique sorte, il y a un petit temps de latence sur lesquels les niveaux de preuve ne sont pas béton. C'est le cas du PRP. Il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité dans la pratique clinique des gens, donc ça rend les études aussi encore plus difficiles. Oui, c'est pas standardisé sur pourquoi on le fait. Il faut trouver la place en fait exacte du PRP dans quelle pathologie. Exactement. C'est difficile de standardiser les pratiques, mais c'est normal, comme pour toute technique émergente. Mais moi, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme T'en fais? technique. Oui, j'en fais. Et t'en fais dans quelle indication? Alors, typiquement, pas plus tard que ce matin, un patient qui vient me voir avec une énorme tendinopathie du tibial postérieur, c'est un tendon qui est très important pour la statique du pied, mais il se trouve qu'à l'IRM, cette tendinopathie était fissuraire. Donc, dès lors qu'il y a une fissure, on contre-indique l'infiltration cortisonnée. C'est absolument contre-indiqué parce que ça majore le risque de rupture complète. Il y a toujours le revers de chaque médaille. Donc, que faire pour ce patient? On ne peut pas lui injecter de corticoïdes parce qu'on prend un risque trop grand de rupture. Le tendon tibial postérieur, il est absolument essentiel dans la statique du pied, donc je ne prends pas ce risque-là. Pourtant, j'ai devant moi un patient qui a mal, qui est en arrêt de travail depuis 2 semaines parce qu'il a un métier physique et il marche avec une béquille. Il a pris 3 semaines d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça ne l'a pas soulagé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, j'ai trouvé que c'était une très bonne indication d'infiltration de PRP parce que, encore une fois, le PRP ne va pas agir aussi vite que la cortisone, mais va agir quand même et va avoir aussi une vertu de réparation du tendon. Donc, tu répètes les PRP ou c'est comme pour la cortisone, tu peux être amené à en faire 2, 3 infiltrations à injection de PRP? Alors, Et, ça dépend de ce qu'on en attend. Encore une fois, si le PRP est réalisé à visée de réparation tendineuse ou de prévenir l'usure cartilagineuse, il vaut mieux le répéter parce qu'il y a une dose cumulative qui va faire que ça va mieux agir. Après, si c'est comme dans le cas de mon patient de ce matin, une tendinopathie qui est très douloureuse, si une injection finalement ça suffit à le soulager, à lui faire passer le cap douloureux, du coup, je pose la question pour moi. J'ai une tendinite du long supinateur, récidivante, quand je me serre trop, avec une vraie douleur à la racine. Ouais. C'est une bonne. Est-ce qu'il faut d'abord que je fasse une IRM pour voir s'il y a une fissure ou pas, et ce qui va permettre de savoir si c'est des corticoïdes ou du PRP? C'est ça l'idée. En fait, Ou une écho. une écho, ça peut suffire parce que, encore une fois, c'est un tendon très superficiel, donc on a une bonne résolution spatiale pour détecter Bon, des bah, je vais prendre fissures. rendez-vous avec toi. Dernière question. Quelle est la place de l'interventionnel radiologique de ponction dans le diagnostic? C'est-à-dire, quel est le cas de nosologique où aller piquer à droite, à gauche pour faire un diagnostic, toi, ça te semble évident et les médecins généralistes devraient vous poser la question. Hors scénologie, où évidemment, enfin, c'est comme ça qu'on fait le dépistage. Tu vois, est-ce que s'il y a un ganglion superficiel, on peut vous demander? S'il y a une douleur récidivante au niveau du rachis, on fait un scan, une IRM, on n'a pas de diagnostic. S'il y a, enfin, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? On est dans la maladie de système ou la maladie inflammatoire. Est-ce que d'après toi, ça se fait en ambulatoire ou en fait c'est plutôt de l'hospitalisation et on est vraiment dans du complexe? Ça dépend de la cible dont on parle. Je pense que la place, c'est s'il y a une cible identifiée. S'il y a vraiment un épanchement récidivant, on n'explique pas pourquoi, oui, ça peut avoir du sens de le ponctionner pour l'analyser, pour savoir d'où il vient, pourquoi il se reconstitue. S'il y a une masse pour laquelle on n'a pas d'étiologie franche, les examens d'imagerie non invasifs n'ont pas permis de savoir ce dont il s'agissait, oui, la biopsie a sa place. En sachant qu'il faut se méfier des biopsies des parties molles, ça doit se faire de façon très précise par des équipes entraînées, pas Par n'importe exemple, dans qui. quel cas on fait sur les myosites, des choses comme ça, tu veux dire?
Sur les maladies musculaires? Non, je parlais plus des masses indéterminées. D'accord, mais par exemple une myosite où on se pose la question d'une atteinte inflammatoire du muscle, ça vous faites? Ou c'est compliqué, encore une fois, c'est un contexte vraiment spécifique C'est un contexte vraiment spécifique et c'est plutôt les internistes qui gèrent ça. qui le prescrivent. Exactement. Donc si je fais un résumé, toutes les articulations, sauf le genou, sont explorables par radio, écho. Et s'il y a un doute sur une fracture non visible, on va aller au scanner qui va permettre en fait d'affiner, voire même de voir. Nous, on le voit fréquemment aux urgences. On ne voit pas le Garden 2 non déplacé et on fait le scan et en fait on voit la fracture qui apparaît. Parfois sur les bassins, le scan peut être aidant. Et enfin, pour le rachis, il va y avoir le scanner d'emblée, voire l'IRM pour voir mieux les lésions. Et enfin, le genou, c'est plutôt le duo scanner-IRM plutôt que le duo radio-écho, sauf s'il y a un fracas du genou. Mais de toute manière, on complétera s'il y a un plateau tibial par un scanner pour faire un meilleur bilan lésionnel. J'ai bien résumé? Oui, oui, très bien. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on embraye directement sur la deuxième.